J'ai toujours plus ou moins tricoté suivant les périodes de ma vie, toujours trouvé ça très agréable. Et je me suis mariée avec un agriculteur qui a un troupeau de moutons. Jean-Pierre et moi, on aimait recevoir du public, on aimait recevoir des écoles. Et comme ça devenait une demande de plus en plus courante, on s'est dit que finalement, pourquoi pas ouvrir une ferme de découverte. La logique, c'était d'utiliser la laine qu'on avait, puisque mon mari tond les brebis lui-même. Alors ici, c'est une fenière, c'est-à-dire que c'était un endroit où les gens mettaient le foin. Elle a été construite autour de 1720. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en 2011. Elle a évolué puisque autour de 1900, le grand-père l'a surélevée. Ça, c'est vraiment tous les outils anciens qui sont originaires de la maison. La laine est utilisée depuis tous les temps, hein, depuis qu'il y a des moutons. Hein, donc les gens tondaient leurs moutons, ils n'avaient pas bien sûr de fibres synthétiques. Donc forcément, ils étaient obligés d'utiliser ce qu'ils avaient sous la main. Ce qu'ils avaient sous la main, en tout cas dans le Briançonnais, c'était le chanvre qui était cultivé et la laine. Et donc les femmes filaient quand même beaucoup plus au rouet qu'au fuseau. Et ça, c'était plutôt l'hiver qu'elles filaient, parce que l'été, tout était consacré aux travaux des champs. Les femmes travaillaient dans les champs, faisaient les foins avec leur mari, et s'occupaient des animaux, des repas, des enfants, mais ne filaient pas l'été. Par contre, l'été, il fallait quand même laver, parce qu'on n'avait pas la laine l'hiver, c'était trop froid. Donc elles avaient un moment où elles lavaient quand même la laine, soit dans les lavoirs, soit à la rivière. Donc la laine, les agriculteurs, les paysans tondaient la laine avec ce qu'on appelle des forces, c'est-à-dire un ciseau qui permet de tondre les moutons. Autrefois, ils tondaient à partir de juste après les fêtes, ils tondaient tout d'un seul coup. Et puis maintenant, on étale un peu la tonte pour montrer aux gens la tonte. Donc c'est un moment magique pour les gens de voir. Donc on étale dans le temps jusqu'au mois jusqu'au mois de mars. Ça permet quand on accueille les gens, d'avoir une animation qui est vraiment intéressante. Mais il faut aussi que ce ne soit pas trop tard dans le temps, parce que sinon les bêtes, quand elles vont sortir au mois de mai, elles auront froid parce que la laine n'aura pas repoussé. Donc il faut concilier l'élevage, les besoins de la nature, et puis les visites. Pourquoi on a appelé cette maison la maison des bêtes à laine? Parce que justement, autrefois, on disait une bête à laine parce que c'était la valeur d'un mouton. C'était plus la laine que la viande. Nos éleveurs ici à Servières et dans tout le Briançonnais vendent leur laine en vrac, pas triée, de médiocre qualité, parce que ce savoir-faire s'est perdu. Nous, on a voulu recommencer un petit peu. On a appris à trier, à tondre correctement, à trier. Et ensuite à envoyer la laine à laver ou j'en lave moi-même pour mes animations. Une fois qu'elle est lavée, je la dépose sur les cardes. Les outils sont très spécifiques, hein. Les griffes des outils sont orientées vers le haut, elles sont courbées. Et on fait ça pendant tout un moment, le temps de mettre de l'ordre dans tout ça, de donner un sens aux fibres. Il faut que toutes les fibres se retrouvent dans le même sens pour le fil. D'ouvrir tout ça, parce que ça, c'est pas régulier du tout. Il faut arriver à une nappe, on appelle ça une nappe quand c'est terminé, de laine cardée. Et ça, autrefois, les gens, quand ils avaient des moutons, ils avaient tous des outils pour travailler leur laine. Donc on fait ça pendant un bon moment. Après, on retourne la laine, parce que de l'autre côté, il y a encore tout plein de petites bouloches. Voilà, ça demande un temps, c'est-à-dire qu'avant, on ne comptait pas le temps qu'on mettait pour travailler. Quand je l'ai passé à la corde à rouleau, voilà le résultat d'une nappe de laine cardée, qui est plus grande que sur une corde à main, comme je vous ai montré. Donc toutes les fibres sont dans ce sens-là. Et donc on la roule sur elle-même pour pouvoir après faire le fil. Donc là, je vais filer au fuseau. Donc en fait, on utilise le poids de l'instrument, du fuseau, et on fait une torsion des fibres. Vous voyez, les fibres, elles glissent, et la torsion va donner une solidité à ce fil. Par contre, on ne va pas tricoter ce fil-là. On va tricoter ce fil-là multiplié par 2 ou 3, voire plus. Et donc au Moyen-Âge, on a eu l'invention du rouet qui permet de faire la bobine. On actionne la roue grâce à la pédale, hein, puisque c'est des systèmes à roue,
Cette roue va faire tourner cette petite roue-là et la bobine. Et donc la bobine va se remplir, va tourner et se remplir du fil au fur et à mesure que je file. Donc en fait, il faut travailler avec le pied et la main et on peut se focaliser sur le fil, sur le travail sur le fil. Et ça permet d'avoir tout de suite la bobine. Alors suivant la vitesse que j'utilise, j'ai un fil qui va être plus ou moins bien fait. Il faut après enlever cette bobine du rouet et sur un bobinoir comme ça, on va attraper les 3 fils et on va faire la même chose mais en tournant de l'autre sens. Dans le Kira, c'était des ravas. Cette race avec une tête mouchetée, mais avec une laine qui est très grossière, vraiment très très grossière, qui a beaucoup de jarre. Le jarre, c'est le poil mort dans la laine. Et par contre, c'est une laine qui peut être intéressante pour faire de l'isolant pour les maisons. C'est une laine parfaite pour ça. Nous, on a 3-4 ravas, pas plus. Après, on a beaucoup de préalpes, assez peu de foncées, surtout des blanches. Et c'est la laine que vous avez vu qu'on utilise pour filer. Ce qu'on a fait comme choix, c'est de se dire, après tout, notre laine, c'est peut-être pas la plus jolie laine, mais ça fait quand même une laine intéressante. Donc on fait surtout avec ce qu'on a. Donc vous voyez sur le territoire de la commune, il y a 5 cabanes. Et les éleveurs vont passer de cabane en cabane en fonction de la saison et des pâturages. Il y a une gestion de l'alpage. On ne laisse pas les brebis aller où elles veulent, choisir leur herbe. On les emmène dans des secteurs précis pour que le pâturage soit mangé intelligemment. Et au 15 octobre, c'est terminé. Et chaque éleveur va reprendre ses bêtes. Le nombre d'éleveurs au XVIIe, XVIIIe siècle est très très important au Kera. Toutes les familles, hormis le curé, pratiquaient l'élevage. L'élevage est nécessaire parce qu'on a besoin d'un mulet pour transporter les marchandises qu'on va vendre ou acheter à la foire. On a besoin de vaches, de brebis ou de chèvres pour avoir du fumier et ainsi avoir de l'engrais pour cultiver ces champs de blé, de seigle, etc. Et bien entendu, l'élevage est nécessaire pour produire soi-même sa viande, ses produits laitiers et sa laine, également ses peaux, pour disposer de vêtements, de cuir, etc. Quand on a étudié comme moi l'élevage au vin au XVIIe, XVIIIe siècle, et on voyait que vraiment à travers les sources d'archives, on voyait que tout produit issu de la brebis avait une valeur et était valorisé localement, alors qu'avec le monde moderne, on est allé vers une spécialisation à l'extrême, ce qui fait que vous avez des races de brebis à viande, des races de brebis à laine, mais si vous élevez des brebis à viande, la laine ne vaut rien, et c'est ça qui fait que finalement les éleveurs ne parviennent pas réellement à vivre du produit de leur travail, parce que sur 4 ou 5 produits qu'on peut tirer de la brebis, un seul a réellement de la valeur. Je m'appelle Marie-Thérèse Chopin. Et je suis la coordinatrice de l'association qui s'appelle Atelier Laine d'Europe. Donc c'est un réseau qui regroupe plus que 200 membres qui sont dispersés dans toute l'Europe, majoritairement en France, mais dans une dizaine de pays d'Europe aussi. Et ce sont des gens qui s'intéressent à la laine et à l'élevage de moutons, mais pas seulement des moutons, puisque les fibres comme la laine, il y en a aussi sur des chèvres, des alpagas, des lapins, enfin voilà. Donc c'est un réseau qui regroupe à la fois des éleveurs, les tondeurs, les artisans, mais aussi des industriels qui ont des petites entreprises, qui lavent la laine, qui la filent, qui la tissent. Il y a aussi pas mal d'artistes qui utilisent la laine comme support de création. Il y a des musées du textile, il y a des fermes pédagogiques, voilà. Tous les gens qui, de près ou de loin, s'intéressent à la laine. Alors le réseau, il a été créé, ça fait déjà un petit moment, en 1989, par le fait qu'au niveau officiel, disons, il n'y avait plus de structures qui s'intéressaient à la laine. Parce que ben voilà, la laine, c'était plus une matière qui avait de la valeur. Hein. Au niveau de l'élevage, on gagne l'essentiel de son argent en vendant la viande, une fois le mouton tué, ou bien en faisant du fromage, hein, avec le lait. Mais la laine elle-même, elle apporte très très peu de valeur à l'éleveur. Alors pour
un peu reprendre le relais. L'association a été créée pour quand même garder une façon de conserver les savoirs, le lien entre les gens et le développer. Les premières années, c'était assez difficile. Et par contre, maintenant, 20 ans plus tard, on doit dire qu'il y a plus d'intérêt. Ça vient d'une part des consommateurs, tout simplement, parce que maintenant, on parle d'environnement, on parle de fibres naturelles, on parle de matières écologiques, de ressources renouvelables, ce qui n'était pas du tout une préoccupation il y a une trentaine d'années. Et puis les éleveurs se sont petit à petit réintéressés à la laine et à ce que ça devenait, au lieu de la donner à un marchand et de s'en débarrasser vite fait, quoi. Dans les sacs, ce que vous pouvez bien toucher, c'est les différents types de laine. Il y en a qui sont plus douces, il y en a qui sont plus rêches. Hein. Là, par exemple, on a des moutons qui viennent de la Corse. C'est des moutons qui ont des très très longs poils, c'est presque comme des cheveux. Et puis, il y a d'autres moutons qui sont beaucoup plus frisés. Hein. Et c'est une laine qui est très intéressante parce que quand on la presse comme ça dans la main, on en prend un peu, on presse dans la main, voilà. Mais il faut serrer bien fort. Et puis, on ouvre sa main, hop, la laine, elle saute. En fait, tu sais pourquoi c'est fait? C'est pour faire des matelas. Parce que quand on se couche, ça s'aplatit forcément un peu. Mais le matin, quand on se lève, paf, le matelas, il reprend toute sa forme. La laine brigasque, c'est une laine de brebis qui est dans une haute vallée au-dessus de Nice. C'est une race qui est un peu menacée. Il reste à peu près 1000 brebis de cette race-là seulement. Et les éleveurs vendent très bien leur fromage, donc c'est très bien. Par contre, la laine, quand ils tondaient, ils mettaient directement la laine sur le tas de fumier. Personne ne voulait leur acheter. Et il y a 4 ans, oui, 4-5 ans, on a réussi à organiser un regroupement de la laine de différents éleveurs de cette race. On est allé avec un petit camion, on a mis tout ça dans un fourgon. On a pris le bateau à Gênes, on est allé en Sardaigne, où là, il y a une usine qui travaille la laine des brebis sardes, qui est très proche de cette race-là. Et dans cette usine, il y a toutes les étapes, le lavage, le cardage, la filature et la fabrication de tapis, pour lesquels ces laines sont très très bien adaptées. Donc là, les éleveurs de cette race ont choisi les motifs à réaliser sur les tapis de gravures préhistoriques de la vallée des Merveilles. C'est la limite entre l'Italie et la France. Et donc c'est à la fois une utilisation de la laine des brebis actuelle avec une référence à une histoire de pâturage, de pastoralisme très très ancienne dans cet endroit-là.